Je suis entré dans la salle où devait se régler la succession de ma femme. Les flashs des caméras crépitaient sous les marches usées du palais de justice, comme si j'étais un criminel escorté vers son verdict. Je m'attendais à sortir de la ruinée, effacé, rayé de ma propre histoire, jusqu'à ce que le juge pose une seule question. Une question qui fit se figer mon fils, une question qui effaça le sourire satisfait de ma belle-fille, une question qui rendit leur avocat livide, blanc comme une feuille, et qui révéla enfin ce qu'elle avait caché pendant 8 longues années. Je suis heureux que vous soyez ici. Restez avec moi jusqu'à la fin, et dites-moi en commentaire depuis quelle ville vous me regardez. J'aimerais savoir jusqu'où cette histoire a voyagé. Je m'appelle Vincent, et je pensais connaître la trahison, jusqu'au jour où je suis entré dans ce cabinet d'avocat, 3 mois après avoir enterré ma femme, mon épouse depuis 30 ans. La salle de conférence était tapissée de panneaux en acajou sombre. L'odeur du cuir vieilli se mêlait à celle d'un café amer, refroidi depuis trop longtemps. Les néons au plafond bourdonnaient, projetant des ombres dures sur la grande table priante où ma vie s'apprêtait à être disséquée. J'étais arrivé 10 minutes en avance. Comme toujours, Margaret se moquait souvent de moi pour ça. « Vincent, tu arriverais en avance à ton propre enterrement. » Elle riait, ses yeux plissés au coin. Aujourd'hui, elle n'était plus là. Et étrangement, c'est moi qui avais l'impression d'assister à mes propres funérailles. Stanley était déjà installé lorsque je suis entré. Dos parfaitement droit, assis dans un fauteuil en cuir, qui valait sans doute plus que ma pension mensuelle. Mon fils, le garçon que j'avais élevé depuis ses 5 ans. Celui dont j'avais soigné les genoux écorchés. Celui dont je n'avais jamais manqué un seul match de baseball. Il leva à peine les yeux vers moi. À côté de lui, Lia, ma belle-fille, tapotait nerveusement son sac à main de marque, un modèle hors de prix dont je me souvenais l'avoir entendu se vanter lors de la réception après les funérailles de Margaret. « Papa, dit Stanley. » Sa voix était plate, professionnelle, froide, aucune chaleur, aucune trace des épreuves que nous venions de traverser. Quelque chose avait changé chez lui depuis son mariage avec Lia 5 ans plus tôt. Il s'était mis à parler comme un homme d'affaires, même à son propre père. « Mon fils, » répondis-je en m'asseyant en face d'eux. La distance entre nous semblait calculée, comme si j'étais l'accusé, et eux l'accusation. Avec le recul, je comprends que ce n'était pas loin de la vérité. Léa leva enfin les yeux vers moi et afficha l'un de ses sourires parfaitement maîtrisés, celui qu'elle réservait aux vendeurs quand elle voulait obtenir une remise. « Vincent, vous avez l'air fatigué. Vous prenez bien soin de vous ?» Son inquiétude sonnait faux, aussi faux qu'un billet de $3. Avant que je puisse répondre, la porte s'ouvrit. Morrison, avocat, entra. Je connaissais Jim depuis le lycée, quand il s'appelait encore Jimmy, et passait ses après-midi à réparer des voitures au lieu de régler des litiges juridiques. C'est lui qui avait rédigé nos testaments, aidé Margaret et moi à finaliser l'hypothèque de la maison sur Maple Street. Mais aujourd'hui, il évitait mon regard. « Vincent, merci d'être venu, » dit-il en arrangeant ses dossiers avec une nervosité inhabituelle. « Je sais que le moment est difficile, mais nous devons régler la succession de Margaret. » Je hochai la tête, la gorge nouée. Quelque chose clochait. L'atmosphère trop formelle. Stanley et Léa, assis comme un front uni. Jim qui ne me regardait pas. Margaret et moi avions toujours parlé ouvertement de notre testament. Tout devait être simple. La maison, nos économies, réparties équitablement entre Stanley et moi, avec quelques dons modestes à des associations caritatives. Avant de commencer, continua Jim, sa voix étrangement tendue, je devrais préciser que Madame Léa Morrison, je remarquai qu'il ne l'appelait pas ma belle-fille, a engagé son propre avocat pour cette procédure. Mon estomac se noua. Son propre avocat, pourquoi aurait-elle besoin de l'aide de papa? Stanley intervint. Nous voulons juste nous assurer que tout se passe sans accroc. C'est alors que je remarquai le 3e homme dans la pièce. Quelqu'un que je n'avais pas vu en entrant. Il était plus jeune que Jim, une 40aine d'années, lunettes à monture argentée, 2 requins. Il se présenta David Chen, avocat. Tout en lui respirait le luxe et l'arrogance. « Monsieur Morrison, dit Chen en s'adressant à Jim, devons-nous commencer la lecture ?»
Jim se racla la gorge et ouvrit un dossier Mania. Ceci est le testament de Margaret Ann Morrison, daté du 15 mars 2023. Le 15 mars. Un frisson me parcourut l'échine. C'était seulement 2 semaines après l'opération de Margaret, alors qu'elle était encore confuse à cause de l'anesthésie et des médicaments contre la douleur. Je me souvenais de cette période avec une précision douloureuse. Elle oubliait parfois des conversations que nous avions eues quelques heures auparavant. « Je vais passer aux parties pertinentes, » continua Jim, sa voix se faisant plus faible. « À mon fils bien-aimé, Stanley Morrison, et à son épouse, Leah Morrison, je lègue ma maison située au 407 Maple Street, avec tout son contenu et ses meubles, libres de toute charge. » Ces mots me frappèrent comme un coup physique. La maison, notre maison, où Margaret et moi avions passé 30 années à construire notre vie. La maison où j'avais remplacé chaque luminaire, peint chaque pièce, construit la véranda arrière de mes propres mains, parce que Margaret voulait un endroit pour regarder le lever du soleil avec son café du matin. « Il doit y avoir une erreur, » murmurai-je à peine. Margaret et moi en avions parlé. La maison devait... « Papa, laisse-le finir, » dit Stanley. Mais il y avait quelque chose dans son ton qui glaça mon sang, mais de l'irritation à mon interruption. Jim reprit la lecture, monotone. « À mon mari, Vincent Morrison, je laisse mes effets personnels, spécifiquement mes bijoux et vêtements, pour qu'il en dispose à sa guise. Effets personnels, des bijoux et des vêtements, 30 ans de mariage, et je n'avais droit qu'à ça. Et les comptes d'épargne, les certificats de dépôt, l'assurance vie de Margaret. » Chen se pencha, son sourire de requin s'élargissant. « Monsieur Morrison, si vous permettez la poursuite de la lecture, tout sera expliqué. » Le visage de Jim était pâle. Le reste de la succession, y compris tous les actifs financiers, comptes bancaires et investissements, totalisant environ 215 000 $, sera partagé également entre Stanley Morrison et le refuge pour animaux de Riverside. Le silence dans la pièce était assourdissant. Je fixais Jim, espérant qu'il dise quelque chose, qu'il explique que tout cela n'était qu'une terrible erreur. Mais il restait immobile, regardant partout sauf moi. « Je ne comprends pas. » Ma voix se brisait. Margaret n'aurait jamais. Nous avons tout discuté. Elle me l'avait promis. « Papa, » dit Stanley. Et pour la première fois depuis que j'étais entré dans cette salle, il me regarda vraiment. Ce que je vis dans ses yeux n'était pas de la tristesse ni de la confusion. C'était bien pire. C'était de la pitié. Maman avait été très claire sur ses souhaits. Léa posa sa main sur le bras de Stanley, un geste qui semblait compatissant, mais qui avait un côté possessif. « Nous savons que c'est difficile pour vous, Vincent, mais Margaret s'inquiétait de votre capacité à gérer une si grande succession seule. Ma capacité à gérer, moi qui avais géré nos finances pendant 30 ans. J'avais travaillé à 2 emplois pour payer les études universitaires de Stanley, tandis que Margaret se battait contre son premier cancer. J'avais réussi à maintenir notre famille à flot à travers chaque crise, chaque épreuve, chaque coup que la vie nous réservait. D'où cela venait-il? J'ai demandé à Jim, directement, quand Margaret a-t-elle changé le testament original? Jim se tortillait sur sa chaise, mal à l'aise. Madame Morrison est venue dans mon bureau le 15 mars pour demander ces changements. Elle était très insistante. Le 15 mars, répétai-je, incrédule. Cela faisait 2 semaines seulement après son opération. Elle était à peine cohérente. Elle ne se souvenait même pas du nom de notre voisine. Elle avait oublié ce qu'elle avait pris au petit déjeuner. Comment pouvait-elle prendre d'aussi importantes décisions légales? Chen intervint, calme mais ferme. « Monsieur Morrison, je comprends votre détresse. Mais les facultés mentales de Madame Morrison ont été évaluées par un médecin qualifié avant toute modification de son testament. Elle a été jugée pleinement apte à prendre ses décisions. » Quel médecin exigeais-je? Le docteur Roberts n'a jamais mentionné d'évaluation cognitive. Une consultation privée, répondit Chen. Vague. La documentation est complète. Je me sentais submergé, comme noyé. Tout ce que je pensais savoir de ma vie, de mon mariage, de ma famille, s'effondrait autour de moi. La maison où j'avais prévu de passer mes dernières années, la sécurité financière que Margaret et moi avions bâtie ensemble,
Même ma relation avec mon propre fils, tout glissait entre mes doigts. Je veux voir le testament, dis-je, ma voix se renforçant, nourrie par une colère grandissante. Je veux voir la signature de Margaret. Jim hésita, puis fit glisser un document sur la table. Je le pris, les mains tremblantes malgré tous mes efforts pour les contrôler. Là, en bas de la page, la signature de Margaret. Mais quelque chose clochait. Les boucles étaient trop larges, l'inclinaison trop prononcée. Margaret avait une écriture magnifique, précise, soignée. Cette signature semblait hâtive, presque fragile. Cela ne ressemble pas à la signature habituelle de Margaret, dis-je, levant les yeux vers Jim. L'écriture peut changer sous le stress ou sous l'effet de médicaments, dit Chen avec un ton détaché. C'est assez courant. Stanley racla sa gorge. Papa, je sais que c'est difficile, mais se battre contre ça ne ramènera pas maman. Elle a pris sa décision. Il faut la respecter. Je regardais mon fils, cet homme que j'avais élevé, ce garçon qui venait s'allonger entre Margaret et moi pendant les orages. Quand était-il devenu si froid? Quand avait-il commencé à me regarder comme si j'étais un problème, à résoudre plutôt que son père? Vous saviez, murmurai-je, tous les deux, depuis avant aujourd'hui. Les doigts parfaitement manucurés de Lia se crispèrent sur son sac à main. Margaret nous a parlé de ses inquiétudes. Oui, elle voulait que nous soyons préparés. Ses inquiétudes à propos de quoi? Stanley et Lia échangèrent un regard, une de ces communications silencieuses que les couples mariés développent. Mais ce n'était pas la communication confortable que Margaret et moi partagions. C'était calculé, stratégique. « Papa, il faut comprendre, » dit Stanley. « Maman s'inquiétait pour toi après sa maladie. Tu es devenu tellement dépendant d'elle pour tout. Elle avait peur que si quelque chose lui arrivait, tu ne serais pas capable de t'occuper de toi. » Ces mots faisaient mal, car ils contenaient un fond de vérité. Margaret s'occupait de notre calendrier social, de nos repas, de beaucoup de l'organisation quotidienne. Mais ce n'était pas de la dépendance, c'était du partenariat. Cela faisait 30 ans que deux personnes apprenaient à avancer dans le monde ensemble. Et maintenant, elle avait décidé de me laisser les mains vides. « Je vais vraiment rester sans rien ?» demanda-je la voix tremblante. « Aucune sécurité, aucune maison, rien à montrer pour 30 ans de mariage. »« Vous n'êtes pas complètement démunis, » répondit Lia, sa voix prenant ce ton condescendant qu'elle utilisait quand elle pensait être utile. « Vous avez votre pension, votre sécurité sociale, et nous ne vous mettons pas dehors immédiatement. Vous pouvez rester dans la maison jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose qui te convienne et qu'on t'aide à partir en douceur. »« Maison pendant 60 jours, » ajouta Stanley. « Cela devrait vous donner le temps de trouver un appartement, quelque chose de plus gérable. 60 jours, 2 mois pour emballer 30 ans de ma vie et trouver un nouvel endroit où vivre avec seulement 1800 $ par mois. » Je pensais à la terrasse arrière que j'avais construite, au jardin que Margaret et moi avions planté ensemble, aux souvenirs incrustés dans chaque recoin de cette maison. Jim tripotait des papiers, visiblement pressé de mettre fin à cette réunion. « Vincent, je suis désolé. Je sais que ce n'est pas ce que vous attendiez. Si vous voulez contester le testament, vous en avez parfaitement le droit. Mais ce serait coûteux, » intervint Chen, d'un ton fluide et chronophage, et au final, étant donné la documentation claire des volontés et de la compétence mentale de Madame Morrison, probablement inefficace. Je regardais ces 3 personnes qui étaient en train de démanteler méthodiquement ma vie. Jim, mon vieil ami, ne pouvait même pas soutenir mon regard. Chen ressemblait à un chat avec un bol de crème, et mon fils, mon propre fils, était assis là avec une expression de patience forcée, comme s'il attendait qu'un enfant en colère se calme. Mais c'est Léa qui porta le coup final. Elle plongea la main dans son sac à main de designer et en sortit une petite boîte à bijoux. À l'intérieur se trouvait l'alliance de mariage de Margaret, la simple bague en or que j'avais mise 3 mois à économiser pour acheter, lorsque nous étions jeunes, pauvres et tellement amoureux que ça faisait mal. « Margaret voulait que vous ayez ça, » dit Léa, en tendant la boîte.
Elle a dit que c'était vous qui lui aviez donné. Alors cela doit vous revenir. Je fixai la bague, la vision brouillée. Ce petit morceau d'or était tout ce qu'il me restait de 30 ans de mariage. Tout le reste, la maison, la sécurité financière, le futur que Margaret et moi avions imaginé ensemble, avait disparu. Je pris la boîte, les mains tremblantes, et me levai. J'ai besoin de réfléchir. Bien sûr, dit Stanley, et pour un bref instant, j'entendis peut-être une vraie émotion dans sa voix. Papa, ça ne change rien entre nous. Tu restes mon père. Tout cela concerne seulement l'héritage de maman. Je le regardai longuement, mémorisant son visage. Non, mon fils, murmurai-je, ça change tout. En sortant de cette salle de conférence, passant devant la réceptionniste, qui m'offrit un sourire compatissant, descendant dans l'ascenseur qui sentait le produit de nettoyage et les rêves brisés, je compris que je ne pleurais plus seulement ma femme. Je pleurais ma famille entière. Le parking était sombre et résonnant. Je restai assis dans mon camion pendant 20 minutes, fixant la boîte à bijoux dans mes mains, avant de comprendre enfin ce qui s'était réellement passé dans cette pièce. Ce n'était pas juste une question d'héritage. Ce n'était pas juste les dernières volontés de Margaret. C'était une question de pouvoir. Et d'une manière ou d'une autre, m'en rendre compte, j'avais perdu tout le mien. Mais alors que je conduisais vers la maison qui n'était plus la mienne, je ne pouvais m'empêcher d'avoir ce pressentiment que quelque chose clochait. La signature semblait fausse, le timing était suspect. Et la manière dont Léa et Stanley avaient anticipé mon choc, tout cela sentait le piège. Margaret pouvait être beaucoup de choses, mais cruelle, jamais. Et si j'avais appris quelque chose en 62 ans de vie, c'était que lorsque quelque chose semble faux, c'est presque toujours le cas. Cette nuit-là, je suis resté assis dans le jardin de Margaret jusqu'à bien après minuit, sa bague de mariage serrée dans ma paume. Les roses qu'elle avait plantées il y a 15 ans fleurissaient encore malgré tout. Les White Elizabeth, ses préférés, brillaient comme des fantômes sous la lumière de la lune. J'avais construit ce parterre pour elle lorsque son premier cancer était entré en rémission. Elle m'avait dit que c'était un symbole de renouveau, d'espoir. Maintenant, il me semblait être un monument à tout ce que j'étais sur le point de perdre. Je revoyais sans cesse la réunion dans ma tête, essayant de comprendre comment tout avait pu tourner si mal, si vite. La Margaret que je connaissais, cette femme qui m'avait tenu la main lors des funérailles de mon père, qui avait veillé toute une nuit à mes côtés, lorsque Stanley avait eu une pneumonie enfant, cette femme qui me regardait avec tant d'amour, même pendant ces dernières semaines. Cette femme-là, celle que je croyais connaître absolument. Femme-là ne m'aurait pas laissé sans rien. Elle ne l'aurait pas fait. Mais à vrai dire, je commençais à réaliser à quel point je savais peu de choses sur ce qui se passait réellement dans ma propre famille. Les signes étaient là depuis des mois, peut-être même des années. Je n'avais juste pas voulu les voir. Tout avait commencé après que Stanley ait épousé Léa, en 2017. Avant ça, mon fils et moi étions proches. Pas de cette manière bruyante et complice de père et fils qui vont à la pêche tous les week-ends, mais dans cette intimité silencieuse de deux hommes qui se comprennent. Il appelait chaque dimanche, venait dîner au moins 2 fois par mois, m'aidait avec des projets à la maison. Puis Léa est arrivée, doucement, subtilement, tellement lentement que je n'ai rien remarqué, jusqu'à ce que tout ait changé. Au début, elle était charmante. Elle complimentait la cuisine de Margaret, demandait des nouvelles de mon travail à l'entreprise de construction, proposait même de m'aider à faire la vaisselle après le dîner. Mais il y avait de petites choses, des commentaires minuscules, des piqûres presque imperceptibles. Stanley travaille tellement toute la semaine, peut-être qu'il a besoin de ses week-ends pour se reposer au lieu de venir ici. Ou encore, tu sais Vincent, Stanley se sent coupable que toi et Margaret fassiez tant pour lui. Peut-être qu'il est temps de le laisser devenir plus indépendant. Margaret avait remarqué, elle aussi, mais elle ne disait rien directement. Elle devenait simplement plus silencieuse après les visites de Léa, plus pensive. Un jour, environ 1 an après leur mariage, elle me dit « Je crois que Léa a l'impression de devoir nous concurrencer pour attirer l'attention de Stanley. » « Ridicule, répondis-je. Nous sommes ses parents. Elle est sa femme.
Il y a de la place pour tout le monde. Mais Margaret m'a lancé un de ses regards. Ceux qui disent « je sais quelque chose que toi, tu ignores ». Certaines personnes ne voient pas l'amour comme ça, Vincent. Certaines pensent que l'amour est un jeu à somme nulle. J'aurais dû écouter cette conversation. J'aurais dû remarquer beaucoup de choses, comme le fait que Stanley ait cessé d'appeler chaque dimanche. D'abord toutes les 2 semaines, puis 1 fois par mois, puis seulement les jours fériés. Quand je lui en parlais, il disait être occupé par le travail, ou que Léa avait des plans pour eux, ou que je n'avais pas vraiment besoin de nouvelles si souvent. « On ne va nulle part, papa », disait-il quand je m'inquiétais. « On vit juste nos vies. » Mais ce n'était pas juste ça. C'était comme si l'on m'effaçait progressivement de sa vie. Le véritable changement est arrivé lorsque Margaret est tombée malade de nouveau, en 2019. Son cancer est revenu avec une violence inattendue. Et soudain, notre monde s'est réduit à des rendez-vous médicaux, des traitements et l'épuisante routine de se battre pour sa vie. Stanley semblait soutenir, ou du moins il le montrait. Il venait voir Margaret, à l'hôpital, apportait des fleurs, restait à ses côtés pendant les séances de chimiothérapie quand je devais travailler. Mais Léa avait toujours son mot à dire sur les soins de Margaret. « Es-tu sûr que le docteur Roberts est le meilleur oncologue ?» demandait-elle, avec cette voix douce mais insistante. La mère de mon ami avait consulté un spécialiste en Californie qui obtenait des résultats incroyables avec des traitements expérimentaux. « Ici, ce centre est l'un des meilleurs de l'État, » expliquai-je. Le docteur Roberts soigne le cancer depuis 20 ans. Mais elle insistait. Ne vaudrait-il pas la peine d'obtenir un second avis? À l'époque, je pensais qu'elle voulait juste aider. Aujourd'hui, je me demande si elle ne semait pas des graines de doute, me faisant remettre en question si je faisais assez pour ma femme. Les traitements expérimentaux que Léa avait trouvés étaient coûteux, non couverts par l'assurance, nécessitant des déplacements, coûtant des dizaines de milliers de dollars. Margaret hésitait, mais Léa était persuasive. « Si c'était ma mère, je voudrais tout essayer, » disait-elle. « L'argent ne devrait pas compter quand il s'agit de sauver une vie. » Alors nous avons essayé. Nous avons vidé nos économies dans des traitements qui promettaient des miracles, mais n'offraient que de faux espoirs et des comptes en banque vides. Quand l'état de Margaret s'est enfin stabilisé pour sa chirurgie en 2022, nous avions déjà dépensé plus de 60 000 $ à courir après. Des remèdes inexistants. Margaret était dévastée par l'impact financier. « Vincent, je suis désolé, » me disait-elle. « Nous avons tout dépensé, et pourquoi ?»« Pour nous, » lui répondis-je. « Pour avoir une chance de passer plus de temps ensemble. L'argent n'a pas d'importance. » Mais pour elle, ça comptait. Margaret avait toujours été fière de notre stabilité financière, de ce que nous avions construit ensemble à partir de rien. Perdre nos économies pour des promesses illusoires a brisé quelque chose en elle, bien plus profond que le cancer. La chirurgie de février 2022 devait être une routine, retirée du tissu cicatriciel gênant. Mais quelque chose a mal tourné avec l'anesthésie. Margaret est sortie confuse, désorientée. Pendant des semaines, elle a lutté avec sa mémoire, oubliant des conversations, perdant le fil du temps, parfois ne me reconnaissant pas au réveil. Le docteur Roberts nous a assuré que c'était temporaire, un effet secondaire des médicaments et du stress que son corps avait subi. « Donnez-lui du temps, » disait-il. « Le cerveau a besoin de temps pour guérir. » Pendant cette période, Léa était partout. Elle apportait des soupes, aidait pour les médicaments, restait avec Margaret quand je devais m'absenter. J'étais reconnaissant, surtout après des mois d'épuisement en tant que soignant principal. « Tu as l'air épuisé, Vincent, » disait Léo. « Quand as-tu dormi une nuit complète pour la dernière fois? Laisse-moi rester avec Margaret ce soir. Tu dois aussi prendre soin de toi. » C'est lors d'une de ces nuits de mars que Margaret est apparemment allée voir Jim Morrison pour changer son testament. Je le sais parce que j'ai trouvé la carte de rendez-vous dans son sac des semaines plus tard, glissée derrière ses cartes d'assurance. 15 mars, 14h30, cabinet Morrison. Je l'ai confrontée à ce rendez-vous quand j'ai trouvé la carte, en avril, quand elle allait mieux et redevenait elle-même. « Margaret, c'est quoi cette carte de rendez-vous? Est-ce tu allé voir Jim pour quelque chose ?» Elle fixa la carte longuement,
le front plissé. « Je ne me souviens pas d'être allé voir Jim, dit-elle enfin. Devais-je y aller? Cette carte est du 15 mars et porte ton nom. Elle secoua la tête lentement. Mars est encore flou pour moi, Vincent. Je ne me rappelle pas de beaucoup de choses de cette période. Peut-être ai-je pris le rendez-vous et oublié d'y aller. Mais le rendez-vous avait été honoré. Quelqu'un avait signé mon nom dans le carnet de Jim ce jour-là. Quelqu'un ressemblant assez à Margaret pour tromper une secrétaire, mais qui n'était pas vraiment elle. J'aurais dû enquêter plus tôt. J'aurais dû appeler Jim, poser des questions, exiger des réponses. Mais Margaret devenait plus forte chaque jour, et je ne pensais qu'à sa guérison, pas à ces rendez-vous mystérieux, dont elle ne se souvenait même pas. Maintenant, je regrettais de ne pas avoir été attentif. Maintenant, je regrettais de ne pas avoir remis en question chaque détail. Assis dans le jardin cette nuit-là, après la lecture du testament, je me forçais à me souvenir de choses que j'avais jusqu'à-là ignorées, comme le fait que Stanley avait commencé à poser des questions très précises sur nos finances pendant la maladie de Margaret. « Papa, toi et maman, vous avez tout organisé? Testament, assurance, compte en banque ?» Bien sûr que oui. Jim Morrison s'occupait de tout ça depuis des années. Mais vous avez mis quelque chose à jour récemment? Avec maman malade, peut-être devriez-vous revoir tout ça pour être sûr que tout est actuel. Pourquoi aurions-nous besoin de changer quoi que ce soit? Stanley haussait les épaules, comme s'il ne s'agissait que d'une suggestion anodine. Je ne sais pas. Les priorités des gens changent. Peut-être que maman a des idées sur la façon dont elle veut que tout soit géré. Léa acquiesçait, silencieuse. Ma grand-mère avait modifié son testament 3 fois dans ces dernières années. Elle voulait que tout reflète ses souhaits actuels. À l'époque, ces conversations semblaient naturelles, bienveillantes. Aujourd'hui, elles semblaient calculées, comme si on cherchait à soutirer des informations. Il y avait d'autres choses. La façon dont Léa avait commencé à organiser les médicaments de Margaret, insistant pour que tout soit au même endroit. La façon dont elle s'était proposée pour l'emmener à ses rendez-vous, même quand j'étais disponible. La façon dont elle répondait parfois au téléphone de Margaret lorsque celle-ci se reposait. « N'est pas là pour le moment. Puis-je prendre un message? » Je l'avais entendu dire une fois, alors que j'étais dans la pièce d'à côté. Quand je l'avais confrontée plus tard, elle avait ri. « Margaret dormait et tu étais sous la douche. Je voulais juste aider. » Mais ce n'était pas juste de l'aide. C'était du contrôle. Le souvenir le plus troublant me revint dans l'air glacé du jardin. C'était la dernière semaine de Margaret, à l'hospice à domicile. Elle dérivait entre conscience et sommeil. Mais pendant un moment de lucidité, elle avait saisi ma main avec une force surprenante. « Vincent, » murmura-t-elle, « je dois te dire quelque chose d'important. »« Quoi, chérie ?» À propos de l'argent, de ce que Léa avait dit, je ne me souvenais plus. Mais avant qu'elle ne termine, Léa entra dans la pièce avec une tasse de thé. « Margaret, reposez-toi, dit-elle doucement. Économise ton énergie. » Margaret avait l'air frustrée, comme si une pensée lui échappait. Il y avait quelque chose, des papiers que je devais signer. Léa s'assit au bord du lit, sa voix apaisante. « Tu n'as pas à t'inquiéter pour les papiers maintenant. Tout est pris en charge. » Margaret ferma les yeux, et lorsqu'elle les rouvrit, cette clarté avait disparu. Elle n'en parla jamais plus. À l'époque, je pensais que Léa faisait preuve de gentillesse, aidant Margaret à ne pas se soucier des affaires pratiques. Maintenant, je me demandais ce que Margaret avait réellement essayé de me dire. Sur le jardin, je pris une décision. Je ne laisserais pas ce qui s'était passé dans cette salle de conférence se produire. Je n'allais pas ranger ma vie en silence et disparaître dans un petit appartement pour finir mes jours dans la pauvreté et la solitude. Margaret ne m'avait pas trahi. J'étais aussi certain de cela que je l'étais de mon propre nom, ce qui signifiait que quelqu'un d'autre l'avait, et j'allais découvrir qui. Je pris mon téléphone et composai un numéro trouvé en ligne la veille. « Anderson Investigations, comment puis-je vous aider? J'ai besoin d'aide pour prouver que le testament de ma femme a été falsifié, dis-je, ma voix plus ferme qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Et je crois savoir qui est derrière tout ça. » Le soleil était maintenant haut dans le ciel,
réchauffant le jardin où les roses de Margaret éclataient en une beauté défiant le temps. Je touchais l'un des pétales blancs, pensant à une nouvelle vie, à de nouveaux espoirs, à de nouvelles possibilités. Je ne les laisserai pas gagner, pas sans me battre. Mais alors que je retournais vers la maison qui n'était plus la mienne, je n'avais aucune idée à quel point cette histoire allait devenir sombre. 2 semaines plus tard, je me retrouvais assis dans la salle d'audience de la juge Patricia Hamilton, les mains crispées sur mes genoux pour qu'elles ne tremblent pas. Le marbre sous mes pieds répercutait chaque pas, tandis que le soleil de l'après-midi traversait les grandes fenêtres. De longues ombres sur les bancs en bois poli. Malgré la grandeur de la pièce, je me sentais minuscule et hors de ma place. Henderson Investigations avait fait du bon travail. Tom Henderson, ancien détective de police avec 30 ans d'expérience, avait passé ces 2 semaines à scruter chaque détail des derniers mois de Margaret. Ce qu'il avait découvert suffisait à semer de sérieux doutes sur l'authenticité du testament. Mais comme mon avocate, Sarah Chen, sans lien avec le redoutable David Chen, me l'avait averti, prouver la falsification devant un tribunal était une toute autre affaire. Vincent, m'avait-elle dit lors de notre dernière réunion préparatoire, nous avons assez de preuves pour créer un doute raisonnable, mais David Chen va se battre à chaque étape. Il est connu pour être impitoyable, et il a déjà déposé des requêtes pour faire rejeter la contestation, invoquant les délais légaux pour contester un testament. Je regardais de l'autre côté de la salle, où Stanley et Léa étaient assis avec leur équipe juridique. Mon fils portait son plus beau costume, celui bleu marine que Margaret lui avait acheté pour son mariage. Léa, d'habitude extravagante, arborait des bijoux simples, des perles discrètes et une montre modeste. Il ressemblait à une famille en deuil, tandis que moi, probablement, j'avais l'air du vieil homme amer, cherchant à dépouiller son propre fils. L'ironie n'échappa pas à mon esprit. La juge Hamilton, dans la soixantaine, les cheveux argentés tirés en un chignon impeccable, ajustait ses lunettes de lecture en parcourant les documents devant elle. Son impartialité, mais aussi pour son impatience envers les affaires frivoles, elle allait décider rapidement du sort de notre contestation. Tout le monde se lève, annonça le huissier, et nous nous levâmes alors que la juge prenait place. Nous sommes ici pour l'affaire Morrison contre Morrison, dit-elle, sa voix claire résonnant dans la salle. Nous examinons une requête pour contester le testament de Margaret Ann Morrison, décédée. Monsieur Chen, vous représentez les bénéficiaires, continua-t-elle. David Chen se leva avec assurance, son costume coûteux et son attitude confiante rayonnant de compétence. Oui, votre honneur, nous représentons Stanley et Léa Morrison, principaux bénéficiaires du testament. Nous estimons que cette contestation est sans fondement et demandons qu'elle soit rejetée. Madame Chen, dit la juge en se tournant vers mon avocate, vous représentez le contestataire. Sarah se leva, droite et déterminée, mais sans arrogance. Oui, votre honneur, nous représentons Vincent Morrison, mari de la défunte depuis 30 ans, qui croit que le testament en question n'est pas authentique. La juge Hamilton hocha la tête et ajusta ses lunettes. J'ai examiné les motions préliminaires. Monsieur, David Chen, vos clients demandent le rejet du dossier en invoquant la prescription. C'est exact, votre honneur, répondit-il calmement. La loi texane exige que les contestations de testament soient déposées dans les 2 ans suivant l'admission du testament à la succession, mais surtout dans les 90 jours suivant la réception de l'avis des dispositions du testament. Monsieur Morrison était présent lors de la lecture du testament le 8 avril et n'a déposé sa contestation que 23 jours plus tard, bien au-delà du délai raisonnable pour ce type d'action. Mon cœur s'est serré. Sarah m'avait expliqué cet obstacle, mais l'entendre prononcer dans la salle d'audience le rendait immense, presque insurmontable. Sarah se leva à nouveau. Votre honneur, bien que la contestation ait été déposée 23 jours après la lecture du testament, il existe des circonstances exceptionnelles qui justifient ce retard. Monsieur Morrison allègue une fraude, ce qui, selon la loi texane, prolonge les délais pour contester un testament. De plus, des preuves de la fraude alléguée n'ont été découvertes qu'au terme d'une enquête lancée après la lecture du testament.
Quelle preuve? Demanda le juge Hamilton. La voix neutre, mais l'œil vif. Sarah me lança un regard, et je lui fis un petit signe de tête. Votre honneur, nous disposons d'une analyse graphologique, suggérant que la signature sur le testament n'est pas conforme à l'écriture habituelle de la défunte. Nous avons également des preuves que Madame Morrison était fortement médicamenteuse et souffrait de troubles cognitifs au moment où le testament aurait été signé. David Chen se leva immédiatement. Objection, votre honneur. Toute analyse graphologique doit être effectuée par un expert agréé par le tribunal. De plus, les dossiers médicaux montrent clairement que Madame Morrison était compétente lors de la signature du testament. Monsieur Chen, dit le juge Hamilton, ce n'est pas encore un procès. J'essaie simplement de déterminer s'il existe suffisamment de preuves pour aller de l'avant. Elle se tourna vers Sarah. Mademoiselle Chen, vous mentionnez des difficultés cognitives. Avez-vous des documents médicaux à l'appui? Oui, votre honneur. Le docteur Roberts, oncologue de Madame Morrison, a fourni des dossiers montrant qu'elle souffrait de désorientation importante et de perte de mémoire après son opération en février 2022. Le testament aurait été signé le 15 mars, durant cette période de défaillance cognitive documentée. J'observais attentivement le visage de David Chen. Juste un instant, quelque chose passa dans son expression, pas exactement de la panique, mais un signe net de préoccupation. Le juge Hamilton resta silencieuse un moment, examinant les papiers devant elle. Puis elle leva les yeux, parcourant les deux équipes juridiques du regard. Je vais autoriser une découverte limitée sur ce dossier. Cependant, avant de poursuivre, j'ai quelques questions sur les circonstances entourant ce testament. Elle sortit un autre dossier. Le testament original, que Margaret et moi avions signé des années plus tôt. Et le Nouveau Testament qui m'avait déshérité. Monsieur David Chen, vos clients allèguent que Madame Morrison s'est rendue au cabinet de Monsieur Morrison. Elle fit un geste vers Jim Morrison, assis dans la galerie. Visiblement mal à l'aise, le 15 mars et a demandé ces changements spécifiques dans son testament. C'est exact, votre honneur, répondit David Chen avec un léger tremblement dans la voix. Et elle était accompagnée ce jour-là? David Chen hésita. Je remarquai qu'il lança un rapide coup d'œil à Léa avant de répondre. Je crois qu'elle était accompagnée de sa belle-fille, qui l'a aidée pour ses déplacements à cause de sa récente opération. La juge Hamilton hocha lentement la tête. Je vois. Et vous, monsieur Morrison? Elle s'adressait maintenant à Jim. Vous avez été témoin de la signature de Madame Morrison sur ce testament. Jim se leva lentement. Il semblait avoir vieilli de 10 ans depuis les funérailles de Margaret. Oui, votre honneur. Depuis combien de temps connaissez-vous Madame Morrison? Environ 25 ans, votre honneur. J'ai été l'avocat de la famille pendant la majeure partie de leur mariage. Et selon votre opinion professionnelle, semblait-elle compétente pour prendre ses décisions légales le 15 mars? Jim resta silencieux un long moment. Trop long. Elle semblait déterminée, votre honneur. Ce n'est pas ce que je vous ai demandé, monsieur Morrison. Semblait-elle compétente? Une autre pause. Elle était accompagnée de sa belle-fille, qui l'aidait à expliquer certains changements qu'elle voulait apporter. L'expression de la juge Hamilton se fit plus sévère. Monsieur Morrison, j'ai besoin d'une réponse directe. Selon votre expertise, Margaret Morrison était-elle mentalement compétente pour prendre ses décisions légales le 15 mars 2023? La salle d'audience était plongée dans un silence total. Je pouvais entendre mon propre cœur battre dans mes oreilles. Jim me regarda à travers la salle, et pendant un bref instant, je revis l'homme que j'avais connu pendant 40 ans. Pas l'avocat, pas le professionnel, mais Jimmy Morrison, celui qui m'aidait autrefois à bricoler des voitures derrière le garage de son père. « Votre honneur, dit-il d'une voix basse, j'avais des inquiétudes concernant son état mental ce jour-là. » David Chen bondit sur ses pieds. « Objection. Monsieur Morrison n'est pas qualifié pour juger de l'état médical. » « Rejeté, dit sèchement la juge Hamilton. »« Monsieur Morrison, veuillez continuer. » Jim inspira profondément. Madame Morrison semblait confuse sur des faits élémentaires. Elle ne se souvenait pas de nos conversations précédentes
sur la planification de sa succession. À un moment, elle m'a demandé pourquoi Vincent, son mari, n'hériterait pas de la maison qu'il partageait depuis 30 ans. Lorsque j'ai expliqué que c'était ce qu'elle demandait, elle a semblé surprise. J'ai senti mes yeux s'humidifier. C'était la Margaret que je connaissais, murmurai-je. Mais elle a signé le testament malgré tout, demanda la juge. Sa belle-fille lui a expliqué que c'était ce qu'elle voulait et qu'elles en avaient longuement discuté. Madame Morrison semblait se fier à son jugement. La juge Hamilton resta silencieuse un long moment, sur les 2 testaments. Puis elle posa la question qui changea tout. « Monsieur Morrison, vous avez dit que la belle-fille de Madame Morrison l'aidait à expliquer les changements. Était-elle présente lorsque Madame Morrison a effectivement signé le document? » « Oui, votre honneur. » « Dans la même pièce? » « Oui, votre honneur. » « Où se tenait-elle exactement? » Jim hésita, et je vis David Chen se tendre à côté de ses clients. Elle se tenait juste derrière la chaise de Madame Morrison. « Et vous, où étiez-vous? » « De l'autre côté du bureau, votre honneur. » La juge Hamilton se pencha légèrement. Donc, la belle-fille avait une vue directe sur la signature au moment où elle était écrite. « Oui, votre honneur. » Et un accès à la main de Madame Morrison pendant qu'elle signait. Les implications de cette question flottaient dans l'air comme un nuage de fumée. Je vis Léa devenir pâle, et Stanley se tourner vers sa femme avec une expression confuse. « Votre honneur, » s'écria David Chen, « j'objecte à cette ligne de questions. Il n'y a aucune preuve de mauvaise conduite. » Monsieur Chen, interrompit la juge Hamilton, j'essaie simplement d'établir les circonstances dans lesquelles ce testament a été signé. Monsieur Morrison, veuillez répondre à la question. Jim hocha lentement la tête. Oui, votre honneur. La belle-fille de Madame Morrison était placée de manière à pouvoir guider sa main pendant la signature. Le silence dans la salle d'audience était assourdissant. Je regardais Stanley et je vis la confusion dans ses yeux se transformer. En autre chose, suspicion, peut-être même horreur. La juge Hamilton retira ses lunettes et les nettoya soigneusement. Étant donné les témoignages entendus aujourd'hui concernant l'état cognitif de Madame Morrison, les circonstances inhabituelles de la signature du testament et l'écart significatif par rapport au plan successoral initial, je vais autoriser ce litige à aller jusqu'au procès. David Chen se leva à nouveau. Votre honneur, nous demandons respectueusement. Requête rejetée, dit fermement la juge Hamilton. De plus, j'ordonne la conservation de tous les documents relatifs à cette succession, y compris les dossiers financiers, les dossiers médicaux et toute correspondance entre les parties. Rien ne doit être détruit ou modifié avant l'issue de ce procès. Elle regarda Léa directement en prononçant cette dernière phrase, et je vis le visage de ma belle-fille pâlir encore davantage. Le procès commencera dans 30 jours, poursuivit la juge Hamilton. Les 2 parties auront accès à toutes les informations, y compris le droit d'interroger tous les témoins pertinents. La séance est levée. Lorsque la juge quitta le banc, je restais assis, abasourdi. Non seulement nous avions survécu à la requête en rejet, mais nous avions obtenu une date de procès, et plus important encore, nous avions fait admettre à Jim ses doutes sur l'état mental de Margaret ce jour-là. Mais en voyant Stanley se tourner vers Léa, avec un regard de suspicion grandissante, je compris que les questions de la juge avaient eu un autre effet. Elles avaient semé une graine de doute dans l'esprit de mon fils concernant sa propre femme. Sarah rassembla ses papiers et se pencha vers moi. « Ça s'est mieux passé que je ne l'espérais, » murmura-t-elle. « Mais Vincent, tu dois te préparer. Si Léa a vraiment falsifié cette signature, elle va se battre jusqu'au bout pour que cela ne soit jamais découvert. Et ça pourrait devenir dangereux. » Je regardais Stanley au fond de la salle, en pleine conversation chuchotée et intense avec Léa. Son visage était rouge, ses mains gesticulaient rapidement tandis qu'elle parlait. L'expression de Stanley devenait de plus en plus sombre. En sortant de la salle d'audience, je les entendis. « Stanley, tu ne peux pas vraiment croire. »« Je ne sais plus quoi croire, » répondit mon fils, la voix serrée par la colère et la confusion. En descendant les marches du tribunal, sous le soleil de l'après-midi,
Je ressentis quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des mois, l'espoir. Mais je sentais aussi autre chose, une certitude grandissante que la vérité sur la mort de Margaret était bien pire que je ne l'avais imaginé, et que Leah Morrison était plus dangereuse que nous ne l'avions réalisé. L'appel survint à 6h30 du matin, 3 jours après l'audience. J'étais assis à ma table de cuisine, un café à la main, fixant la pile de documents financiers que Sarah m'avait demandé de rassembler pour la découverte des preuves, lorsque mon téléphone sonna. « Henderson, tu dois venir à mon bureau immédiatement. » Il y avait quelque chose dans la voix de l'enquêteur qui me serra l'estomac. « Qu'avez-vous trouvé ?»« Pas par téléphone. À quelle vitesse peux-tu venir ?» 30 minutes plus tard, j'étais assis en face de Tom, dans son bureau exigu, au-dessus d'un restaurant chinois, sur la 5e rue. L'odeur d'huile de sésame et de sauce soja montait à travers les planchers, mêlée à celle du café rassis et de la cigarette. Tom avait l'air épuisé. Son bureau, habituellement si rangé, était couvert de documents, de photographies et de ce qui semblait être des relevés bancaires. « Vincent, » dit-il en se servant une autre tasse de café, les mains légèrement tremblantes. « Je fais ce métier depuis 30 ans et je n'ai jamais rien vu de pareil. » Il étala devant moi une série de documents. « Tu te souviens des traitements coûteux que Léa a suggérés pour Margaret? Ceux qui t'ont coûté plus de 60 000 $? Je hochai la tête, la gorge serrée. « Qu'en est-il? » « Eh bien, j'ai fait quelques recherches sur la facturation médicale de ces traitements. » Il pointa du doigt un relevé bancaire. « Regardez ce dépôt sur le compte personnel de Léa. Le 22 mars 2022. 22 000 $. Je restais figé, incapable de comprendre. Qu'est-ce que cela avait à voir avec moi? Avec Vincent? Cette somme provenait du compte de Advanced Cancer Solutions, l'un des centres de traitement que Léa avait recommandé à Margaret. Les mots avaient du mal à prendre sens dans ma tête. Le relevé bancaire, essayant de comprendre ce que Tom essayait de me dire. Vous voulez dire que Leah Morrison touchait des commissions sur les centres de traitement qu'elle recommandait? Chaque fois qu'elle envoyait un patient là-bas, elle recevait un pourcentage de ce que la famille payait, confirma Tom. Le café dans mon estomac se transforma en acide. Elle gagnait de l'argent grâce au cancer de Margaret. Mais ce n'est pas le pire, ajouta-t-il en sortant un autre dossier. Quoi encore? Demandai-je, la voix tremblante. J'ai retrouvé l'experte en écriture que ton avocat voulait consulter, Dr. Elizabeth Ward. C'est l'une des meilleures du pays. Elle a comparé la signature sur le testament de Margaret avec des échantillons authentiques de son écriture. Documents bancaires, formulaires médicaux, cartes de Noël. Il glissa un rapport sur le bureau. Vincent, cette signature sur le testament, ce n'est pas juste une écriture différente de celle de Margaret. C'est un faux tracé. Je sentis le sol disparaître sous mes pieds. Un tracé? Quelqu'un avait pris la vraie signature de Margaret et l'avait reproduite, essayant de la faire paraître naturelle. Dr. Ward pouvait le dire grâce aux pressions et aux hésitations dans les traits. Quand on trace une signature, il faut aller lentement, et ça se voit dans la qualité du trait. Tom sortit une photo en gros plan de la signature du testament. Regardez ces zones où l'encre est plus épaisse. Ce sont des points de pause, là où la personne, traçant la signature, s'est arrêtée pour vérifier son travail. Les vraies signatures de Margaret sont fluides. Celle-ci ne l'est pas. Je fixais la photo, l'évidence du mensonge en noir sur blanc. Quelqu'un s'était assis avec la vraie signature de Margaret et l'avait soigneusement reproduite, forgeant ses dernières volontés. Mais ce n'est toujours pas le pire, continua Tom. Je levai les yeux, ne sachant pas combien de révélations mon cœur pouvait encore supporter. Quoi d'autre? Il sortit un dossier épais. J'ai analysé les dossiers médicaux de Margaret pour établir un chronogramme de ses problèmes cognitifs, et j'ai trouvé quelque chose qui n'a aucun sens. Tom ouvrit le dossier, étalant factures médicales, ordonnances et rendez-vous. Selon ces dossiers oncologiques, Margaret devait recevoir une combinaison spécifique de médicaments contre la douleur après sa chirurgie. Mais regardez ces ordonnances de pharmacie. Il pointa une liste de prescriptions remplies pendant la période de récupération. Elle recevait le double de la dose recommandée de certains médicaments
et des médicaments qui n'avaient même pas été prescrits par Dr. Roberts. Je ne comprends pas. Comment est-ce possible? Quelqu'un remplissait des ordonnances supplémentaires dans différentes pharmacies, utilisant l'assurance de Margaret, sans passer par son médecin traitant. Le visage de Tom était grave. Vincent, je pense que Margaret a été délibérément surmédicamentée au moment où ce testament a été signé. La pièce se mit à tourner autour de moi. Vous voulez dire qu'on droguait ma femme? Je dis que quelqu'un s'est assuré qu'elle était trop confuse pour comprendre ce qu'elle signait. Et je crois savoir qui. Tom sortit un dernier document, une ordonnance d'une pharmacie de l'autre côté de la ville. Cette ordonnance supplémentaire pour les antidouleurs a été retirée le 14 mars, la veille de la prétendue visite chez l'avocat. Elle a été remplie par quelqu'un utilisant la carte d'assurance de Margaret, mais ce n'est pas elle qui est venue la chercher. Comment le sais-tu? Parce que la pharmacie a des caméras de sécurité, et la personne qui a récupéré cette ordonnance, c'était Léa Morrison. Je me suis affalé dans ma chaise, l'esprit en tourbillon. L'ampleur de ce que Tom venait de me révéler était stupéfiante. Non seulement Léa avait falsifié la signature de Margaret sur le testament, mais elle avait aussi empoisonné ma femme, petit à petit, pour la rendre plus docile, plus confuse, plus facile à manipuler. Il y a encore autre chose, dit Tom à voix basse. J'ai trouvé des traces d'activité sur les comptes bancaires de Léa qui ne correspondent pas à ses revenus supposés. Des dépôts venant de sociétés de matériel médical, de fournisseurs pharmaceutiques, même d'un service de transport médical. Vincent, je crois que Léa mène une sorte de machination en utilisant des personnes malades pour générer de l'argent. Combien de familles? J'ai trouvé des preuves d'au moins 8 autres familles sur les 4 dernières années, toutes âgées, toutes avec de graves problèmes de santé, toutes orientées vers des traitements coûteux, parfois inutiles. Je repensais à toutes les fois où Léa avait semblé si attentionnée pendant la maladie de Margaret, si informée sur les traitements, si pressée de chercher des alternatives. Je croyais qu'elle était une belle fille bienveillante. Mais en réalité, elle transformait la souffrance de ma femme en profit. « Stanley est au courant ?» demandai-je. Tom secoua la tête. « Non, je ne crois pas. D'après ce que j'ai pu voir, Léa a gardé tout ça complètement séparé de son mariage. Elle a même une boîte postale distincte pour toute la correspondance avec les sociétés médicales. Ton fils n'avait donc aucune idée que sa femme menait une fraude médicale et empoisonnait sa mère? Non, je ne pense pas. » Je suis resté silencieux, tentant de digérer l'ampleur de ce que je venais d'apprendre. Margaret ne m'avait pas trahi en changeant son testament. Elle avait été droguée, confuse, manipulée pour signer un document falsifié. Sa propre belle-fille profitait de sa maladie, tout en faisant semblant de s'en soucier. « Que fait-on maintenant ?» demandai-je. Tom ramassa les documents. « On remet tout à ton avocat, et elle décidera de la marche à suivre. Mais Vincent, il faut que tu comprennes, ce n'est plus seulement une question de potestation de testament. C'est de la fraude criminelle, peut-être même une tentative de meurtre. Pouvons prouver que le surdosage était intentionnel. Léa Morrison risque une peine de prison sévère si tout cela éclate. » « Bien, dis-je, et je le pensais vraiment. Mais elle ne va pas tomber sans se battre. Et elle a convaincu Stanley que c'est moi le problème, que j'essaie de lui voler son héritage par rancune. Quand tout cela sera révélé, ça va détruire le monde de mon fils. » Je pensais à Stanley, à la manière dont il regardait Léa avec suspicion après l'audience. Peut-être qu'il est temps que son monde s'effondre. Peut-être qu'il doit voir qui il a vraiment épousé. Tom hocha la tête. « J'appellerai Sarah Chen et organiserai une réunion. Nous devons transmettre ces informations aux autorités au plus vite. » Je me levai pour partir, puis me retourner. « Tom, comment as-tu découvert tout ça? Comment as-tu su qu'il fallait regarder les archives de la pharmacie? » Il sourit, sombre. « Parce que j'ai déjà vu ça, juste pas à cette échelle. Ma propre mère a été victime d'une escroquerie similaire. Une femme qui se liait d'amitié avec des patients âgés atteints de cancer, puis les convainquait d'essayer des traitements coûteux qui ne fonctionnaient pas. La différence, c'est que cette femme-là prenait leur argent et disparaissait. Léa Morrison, elle, a épousé ta famille,
et décidé d'en faire un business à long terme. Depuis combien de temps penses-tu qu'elle planifie tout ça? Depuis avant son mariage avec Stanley. Je pense qu'elle ciblait spécifiquement ta famille. Une famille de classe moyenne, prospère, des parents vieillissants et des biens importants. Stanley était son ouverture, mais toi et Margaret, vous aviez toujours été les véritables prix. Je suis sorti dans le soleil du matin, le sentiment d'avoir été frappé par un camion. Tout ce que je croyais savoir sur ma famille, sur les derniers mois de Margaret, sur le mariage de mon fils, n'était que mensonge. Léa n'avait pas seulement volé mon héritage. Elle avait volé les derniers mois de paix de Margaret, empoisonné son esprit avec des médicaments inutiles et transformé sa mort en opportunité commerciale. Mais en rentrant chez moi, une pensée m'a frappé. Pour la première fois depuis la mort de Margaret, j'avais un ennemi clair à affronter. Pas le chagrin, pas la confusion, pas l'érosion lente de l'âge et de la perte. Quelque chose de concret, quelque chose que je pouvais combattre. Léa Morrison avait commis une erreur critique. Elle avait sous-estimé la profondeur de l'amour entre un homme et la femme avec qui il avait construit une vie pendant 30 ans. Elle pensait que j'accepterais mes pertes en silence et disparaîtrais. Elle allait bientôt découvrir à quel point elle s'était trompée. Mon téléphone a sonné alors que je rentrais dans mon allée. C'était Stanley. « Papa, il faut qu'on parle. » Sa voix était différente, tendue, peut-être même effrayée. « De quoi, mon fils ? » ?»« De Léa, de maman, de certaines choses qui ne collent pas. » Je fermai les yeux, ressentant un mélange de soulagement et d'appréhension. « Quelle chose exactement ? Tu peux venir ce soir ? Léa est à son club de lecture, on pourra parler seul. Je serai là à 19h. Après avoir raccroché, je suis resté longtemps dans mon camion, fixant la maison qui bientôt ne serait plus la mienne. Demain, Sarah présenterait les conclusions de Tom au tribunal. Le monde de Léa commencerait à s'effondrer. Et Stanley devrait affronter la vérité sur la femme qu'il avait épousée. Mais ce soir, pour la première fois depuis des mois, mon fils voulait me parler. Et peut-être, juste peut-être, pourrais-je commencer à récupérer ma famille. Même si cela signifiait détruire tout ce que Stanley pensait savoir de sa vie. La maison de Stanley avait un autre aspect quand j'arrivais ce soir-là. La même maison coloniale de banlieue, avec sa pelouse impeccablement entretenue et ses jardins coûteux, comme Léa l'avait exigé. Mais elle paraissait plus petite, plus fragile, comme un décor de théâtre sur le point de s'effondrer si on le regardait de trop près. Mon fils ouvrit la porte avant que je puisse frapper. Il avait l'air épuisé, creusé, non rasé, portant encore les mêmes vêtements que ceux qu'il avait au tribunal 3 jours plus tôt. Ce n'était plus l'homme poli et réussi, assis en face de moi dans cette salle de conférence, regardant tout ce que j'avais perdu. C'était quelqu'un dont le monde se fissurait. « Papa, » dit-il en s'écartant pour me laisser passer. « Merci d'être venu. » Le salon était un sanctuaire du goût extravagant de Léa. Canapé en cuir blanc, valant plus que la voiture de la plupart des gens. Art abstrait ressemblant à un éclat de peinture, jeté au hasard sur une toile. Des vases en cristal remplis de fleurs, remplacés 2 fois par semaine, qu'elles en aient besoin ou non. Tout parfait, tout froid. Stanley me fit signe de m'asseoir, puis commença à arpenter la pièce devant la cheminée. « J'ai pensé à ce que l'avocat a demandé au tribunal, » dit-il sans préambule, au sujet de Léa et de maman quand elle a signé le testament. J'attendis, incapable de parler. Et j'ai pensé à d'autres choses aussi, des choses qui n'avaient pas de sens à l'époque, mais qui en ont maintenant. Il s'arrêta, me fixa droit dans les yeux. « Papa, il faut que tu me dises la vérité. Tu crois vraiment que maman t'aurait exclu de son testament ?» La question restait suspendue entre nous, comme un pont que j'avais peur de traverser. C'était ma chance de lui parler de l'enquête de Tom, de la signature falsifiée et de la fraude médicale. Mais en voyant le regard hanté de mon fils, j'ai compris qu'il était déjà en train de se noyer. Ajouter encore du poids à ses épaules risquait de le faire sombrer complètement.
Non, dis-je simplement. Ta mère m'a aimé jusqu'au dernier jour. Elle ne m'aurait jamais laissé sans rien. Les épaules de Stanley s'affaissèrent. C'est ce que je me répète aussi. Maman n'était pas cruelle. Même quand elle était en colère contre quelqu'un, elle n'était jamais cruelle. Nerveusement, les mains dans les cheveux. Mais si elle n'a pas vraiment changé le testament, sa voix s'éteignit, incapable de finir sa phrase. Alors quelqu'un d'autre le fit pour lui. Je terminai la phrase à sa place. Stanley s'arrêta, figé, les yeux rivés sur moi. « Tu crois, Léa ?» Il ne put aller plus loin. Avant que je ne réponde, un bruit de voiture retentit dans l'allée. Le visage de Stanley devint pâle. « Elle est rentrée tôt, » murmura-t-il. La porte d'entrée s'ouvrit, et la voix de Léa résonna dans toute la maison. « Stanley, pourquoi le camion de ton père est-il dans notre allée ?» Elle apparut dans l'embrasure du salon, et je vis son expression changer en un éclair, surprise, colère, puis quelque chose de calculateur. Elle portait sa tenue de club de lecture, un jean de créateur et un pull en cachemire qui valait probablement plus que ma pension mensuelle. Mais quelque chose dans son attitude avait changé, moins contrôlé, plus désespéré. « Vincent, dit-elle d'une voix artificiellement douce, quelle surprise. Stanley ne m'a pas dit que tu venais. » Stanley la regardait comme s'il la voyait pour la première fois. Le club de lecture s'est terminé plus tôt. Un infarctus du mari de Helen. Nous étions tous très inquiets. Elle se dirigea vers le chariot à boissons et se versa un verre de vin, les mains légèrement tremblantes. Ses yeux oscillaient entre Stanley et moi. « Alors qu'est-ce qui t'amène ici, Vincent ? J'espère que tu ne racontes pas à Stanley d'autres théories du complot sur le testament de ta mère. » La manière dont elle pouvait mentir si naturellement sur les dernières volontés de Margaret me fit serrer les poings. Mais Stanley parla avant que je ne puisse réagir. « Léa, je dois te poser une question et j'ai besoin que tu me dises la vérité. » Un éclair traversa le visage de Lia. « Bien sûr, chérie. Qu'est-ce que c'est ? Étiez-vous dans la pièce quand maman a signé son testament ?» Le verre de vin de Lia resta suspendu à mi-chemin de ses lèvres. Quelle sorte de question est-ce là ? Une simple question. Étiez-vous là quand elle a signé ? Stanley, tu m'effraies. Pourquoi demandais-tu ça ? Parce que l'avocat au tribunal a dit que tu étais derrière la chaise de maman quand elle a signé. Il a dit que tu aurais pu guider sa main. Léa rit, mais son rire sonnait faux. C'est ridicule. Ta mère était parfaitement capable de signer son nom toute seule. Était-elle vraiment ? La voix de Stanley se renforçait, plus assurée, parce que je me souviens combien elle était confuse après son opération. Elle ne se rappelait pas des conversations de la veille. Elle ne savait plus où elle mettait les choses. Parfois, elle oubliait même le nom des gens. Mais pour les décisions importantes, elle semblait lucide. Léa insistait. Elle savait exactement ce qu'elle voulait. Mais le savait-elle vraiment ? Stanley fit un pas vers sa femme. Parce que papa dit que maman demandait des papiers qu'elle devait signer juste avant de mourir. Elle semblait confuse sur ce qu'elle avait accepté. Le visage de Léa vira au rouge. Ton père est un vieil homme amer qui ne peut accepter que sa femme n'ait pas pensé qu'il était capable de gérer l'argent. Il essaie de te monter contre moi parce qu'il est en colère d'avoir perdu son héritage. Mon héritage, répéta Stanley lentement. Formulation intéressante. Que veux-tu dire ? Tu dis son héritage, comme si c'était quelque chose qui lui appartenait. Mais si maman voulait vraiment tout nous laisser, ce n'était jamais son héritage au départ, n'est-ce pas ? Qu'elle venait de commettre une erreur. Son verre de vin tremblait maintenant. Stanley, tu déformes mes paroles. Je ne fais que demander, continua Stanley, sa voix prenant de l'intensité. Comment se fait-il que tu saches autant de choses sur ces traitements expérimentaux pour maman ? Tu semblais toujours avoir la recommandation parfaite, le médecin parfait, la clinique parfaite. Les yeux de Léa se tournèrent vers moi, puis revinrent vers Stanley. J'ai tout recherché minutieusement. Je voulais ce qu'il y avait de mieux pour ta mère. Tu as tout recherché ? Répéta Stanley. Pour quelqu'un qui n'avait jamais fait face au cancer, tu semblais connaître beaucoup trop de médecins. Je suis doué pour les recherches.
Et toi? La voix de Stanley devint dangereusement basse. Parce que moi aussi j'ai fait mes propres recherches aujourd'hui, Léa. J'ai regardé nos relevés bancaires. La couleur disparut du visage de Léa. Stanley, de quoi parles-tu? Balbutia-t-elle. Je parle de dépôts dans ton compte personnel que je ne peux pas expliquer. Je parle d'argent venant de sociétés médicales dont je n'avais jamais entendu parler. Je parle d'une boîte postale séparée dont tu ne m'as jamais parlé. Léa posa son verre de vin d'une main tremblante. Je peux tout expliquer. Alors laisse-moi expliquer. Pendant un long moment, Léa resta figée, la bouche s'ouvrant et se refermant, comme si elle cherchait des mots impossibles à formuler. Décision. Très bien, dit-elle, sa voix durcissant. Tu veux la vérité? La vérité, c'est que ta précieuse mère te saignait à blanc avec ses frais médicaux. La vérité, c'est que quelqu'un devait prendre des décisions pratiques pendant que tu te noyais dans la culpabilité et que ton père jetait de l'argent dans des traitements inexpliqués. Stanley la fixa, abasourdi. Que veux-tu dire? Je dis que j'ai trouvé des moyens de récupérer une partie des coûts. Les sociétés médicales versent des commissions à ceux qui recommandent des patients. Je veillais à ce que nous ne fassions pas faillite en nous occupant de quelqu'un qui allait de toute façon mourir. Le silence dans la pièce était assourdissant. Je me sentais malade, mais étrangement soulagé. Léa révélait enfin son vrai visage. La voix de Stanley, lorsqu'il parla, était à peine un murmure. « Tu as gagné de l'argent grâce au cancer de ma mère. »« Je protégeais notre avenir financier, » rétorqua Léa furieuse. Quelqu'un devait penser de façon pratique. Toi, tu étais trop occupé à être le fils dévoué, et ton père trop occupé à jouer le mari martyr pour réaliser combien cela coûtait. Alors j'ai décidé de tirer parti de la situation. Stanley se détourna de sa femme et me regarda. « Papa, il y a autre chose ?» C'était le moment de vérité. Je pouvais garder les découvertes de Tom pour moi, laisser Stanley comprendre progressivement ou tout lui révéler et voir son mariage exploser complètement. De mon fils, voyant déjà la douleur et la trahison, je fis mon choix. Oui, dis-je calmement. Il y a beaucoup plus. Je lui racontai la signature falsifiée, les médicaments supplémentaires, le schéma des victimes âgées. À chaque révélation, Stanley semblait rétrécir, tandis que Léa devenait de plus en plus défiant. « Tu ne peux pas prouver tout ça, » dit-elle quand je finis. « Au contraire, nous le pouvons, » répondis-je. L'expert en écriture, les dossiers pharmaceutiques, les relevés bancaires, tout est documenté. La façade de Léa se fissura complètement. « Espèce de salaud, gronda-t-elle. Tu ne pouvais pas juste accepter ce qui s'était passé et tourner la page. Il a fallu que tu fouilles encore et encore, jusqu'à tout ruiner. Tout ruiner, me levai enfin, laissant ma propre colère éclater. Tu as falsifié la signature de ma femme. Tu l'as droguée pour la rendre docile. Tu as transformé sa maladie en opportunité commerciale. Et tu oses me reprocher d'avoir tout ruiné? Elle allait mourir de toute façon, hurla Léa. Les médicaments supplémentaires ne l'ont pas tuée. Le cancer l'a fait. Moi, je me suis juste assuré que sa mort serve à quelque chose, au lieu d'être complètement inutile. Ces mots restaient suspendus dans l'air, comme un gaz toxique. Stanley fixait sa femme, son expression figée par l'horreur totale. « Sors, murmura-t-il. Puis sa voix se fit plus forte, pleine de rage. « Sors de cette maison immédiatement. » Léa regardait alternativement Stanley et moi. Son expression toujours calculatrice, même en position de défaite. « Si je pars, je prends la moitié de tout, la maison, les économies, tout. »« Prends-les, » dit Stanley, froid. « Je ne veux de rien de ce que tu as touché. » La bouche de Léa se tordit en un rictus méchant. « Vous allez le regretter, Stanley. Vous allez tous les deux le regretter. Vous n'avez aucune idée de ce dont je suis capable. » « En fait, » répondis-je calmement, « je crois qu'on commence à avoir une idée assez précise. » Léa attrapa son sac et se dirigea vers la porte, mais se retourna une dernière fois. « Ta précieuse Margaret n'était pas la sainte que tu crois, Vincent. Elle savait exactement ce qu'elle signait. Elle était juste trop lâche pour te dire qu'elle te considérait comme un mauvais mari. » Avant que je ne puisse l'arrêter, Stanley bondit vers elle.
Ne parle pas de ma mère comme ça. Léa sursauta, mais ne recula pas. La vérité fait mal, n'est-ce pas, dit-elle. Elle m'a confié qu'elle était fatiguée de s'occuper d'un homme incapable de s'occuper de lui-même. Tu mens, hurla Stanley, la voix tremblante malgré sa colère. Vraiment, répondit Léa, glaciale. Demande à ton père combien de nuits elle a pleuré en s'inquiétant pour l'argent. Demande-lui combien de fois elle a dit qu'elle aurait aimé épouser quelqu'un capable de subvenir à ses besoins. Je sentis un coup de poing invisible m'atteindre au ventre. Pas parce que je croyais ses paroles. Voyais le doute s'insinuer dans les yeux de Stanley. Margaret n'a jamais dit ça, répondis-je fermement. Tu essaies de nous blesser parce que tu as été prise. Léa sourit froidement. Crois ce que tu veux pour dormir tranquille, Vincent. Mais au fond, tu sais que j'ai raison. Tu as échoué avec elle. Puis elle sortit, claquant la porte derrière elle. Stanley et moi restâmes dans le silence soudain, tous deux ébranlés par cette confrontation. Finalement, mon fils s'effondra dans l'un des fauteuils luxueux de Léa et se passa les mains sur le visage. « Papa, murmura-t-il, la voix étouffée. Je suis désolé d'avoir cru ces mensonges. Désolé de m'être laissé manipuler contre toi. Désolé de ne pas avoir vu ce qu'elle faisait à maman. » Je m'assis en face de lui. Tu ne pouvais pas le savoir. Mais moi, j'aurais dû faire plus attention. Me demander pourquoi elle savait toujours tant de choses sur les traitements médicaux. Me demander pourquoi elle était si pressée d'aider maman. Léa est une manipulatrice hors pair, Stanley. Elle nous a tous trompés. Stanley leva les yeux, rougi par les larmes. Pensais-tu que ce qu'elle a dit sur maman est vrai? Qu'elle regrettait de m'avoir épousé? Je repensais à Margaret, à 30 ans de rire et de larmes partagées, à la façon dont elle me regardait, même durant ces dernières semaines. Non, mon fils, ta mère et moi n'étions pas parfaits. Mais nous nous sommes profondément aimés. C'est pour ça que les mensonges de Léa font si mal. Ils sont faits pour nous faire douter de ce qui était réel. Stanley hocha lentement la tête. Et maintenant, dis-je, on fait en sorte qu'elle paie pour ce qu'elle a fait. Et on reconstruit ce qu'elle a détruit. En rentrant chez moi cette nuit-là, je compris que, bien que j'ai perdu ma femme et failli perdre mon fils, j'avais aussi gagné quelque chose. La certitude que Margaret ne m'avait jamais trahi, qu'elle ne cessait jamais de m'aimer. Mais je savais aussi que la menace de Léa n'était pas vaine. Elle était dangereuse, acculée et désespérée. Et les personnes désespérées étaient capables de presque tout. La guerre était loin d'être terminée. 6 semaines plus tard, je me tenais dans la salle d'audience de la juge Hamilton pour ce que j'espérais être la dernière fois. La lumière du matin filtrait à travers les grandes fenêtres, différentes maintenant, plus chaleureuses, moins crues. Les sols en marbre résonnaient toujours sous les pas, mais ce son ne me remplissait plus de crainte. Léa était assise à la table de la défenderesse avec un nouvel avocat, son 3e, depuis que les accusations criminelles avaient été déposées. Elle paraissait étrangement diminuée, écrasée par le poids des preuves contre elle. Fini les vêtements de designer et les bijoux coûteux. Aujourd'hui, elle portait un simple costume gris, les cheveux tirés en arrière, le visage pâle et fatigué. Stanley était assis à mes côtés dans la galerie. Nous avions travaillé à reconstruire notre relation, discutant des années de manipulation et de malentendus. Ce n'avait pas été facile. Il y avait des moments où les blessures semblaient trop profondes pour guérir, mais nous essayions. Margaret aurait voulu que nous essayions. Tous debout, annonça le huissier lorsque la juge Hamilton entra pour l'audience finale. Sarah Chen m'avait averti que ce moment semblerait presque anticlimatique après tout ce que nous avions traversé. L'affaire criminelle contre Léa suivait son cours séparément, avec des accusations de fraude, de falsification et de maltraitance de personnes âgées, qui pourraient la conduire en prison pendant des années. Aujourd'hui, il s'agissait seulement du testament, de récupérer ce qui avait toujours été à moi. Mais assis là, regardant la juge Hamilton examiner les preuves une dernière fois, tout semblait converger. Justice pour Margaret, vindication pour notre amour. La preuve que 30 années de mariage n'avaient pas été effacées par la cupidité d'une seule femme. Dans l'affaire Morrison contre Morrison, commença la juge Hamilton. Cette cour a examiné des preuves détaillées
concernant l'authenticité du testament daté du 15 mars 2023. Elle marqua une pause, levant ses lunettes pour observer les parties présentes. Les preuves présentées démontrent de manière conclusive que la signature sur le testament du 15 mars 2023 a été falsifiée, tracée à partir d'une signature authentique de la défunte. De plus, les éléments montrent que Madame Margaret Morrison a été volontairement surmédicamenteuse pendant la période où ce testament aurait été signé, la rendant incapable de prendre des décisions légales compétentes. Je sentis la main de Stanley serrer mon épaule. De plus, poursuivit la juge, les preuves recueillies pendant la procédure de découverte révèlent un schéma de fraude financière perpétré par la défendresse, Madame Leah Morrison, ciblant des patients âgés, atteints de cancer et leurs familles. Bien que ces affaires criminelles soient traitées séparément, elles éclairent le mobile et le caractère de la défendresse dans cette procédure civile. La juge Hamilton retira ses lunettes et me regarda directement. « Monsieur Vincent Morrison, déclara-t-elle, cette cour déclare que le testament daté du 15 mars 2023 est nul et non avenu pour cause de falsification et de fraude. Le testament précédent, daté du 10 juin 2015, est rétabli comme dernier testament valide de Margaret Ann Morrison. Les mots que j'attendais depuis des mois. La maison était à moi. Les économies étaient à moi. Les véritables souhaits de Margaret avaient été respectés. Mais alors que je m'asseyais, ressentant le poids de cette victoire, je réalisais que quelque chose avait changé en moi. L'homme qui avait franchi le seuil de ce bureau d'avocat, désespéré et brisé, n'était pas le même que celui assis dans cette salle d'audience aujourd'hui. La juge Hamilton poursuivit. Cette cour ordonne également le remboursement intégral à Monsieur Morrison des frais juridiques et coûts associés à ce recours frauduleux. De plus, tous les biens actuellement détenus par Madame Leah Morrison, pouvant être reliés à la fraude commise contre la famille Morrison, doivent être restitués immédiatement. L'avocat de Leah se pencha pour lui murmurer quelque chose, mais elle secoua légèrement la tête. Elle me regardait à travers la salle, son expression indéchiffrable. « Madame Leah Morrison, dit la juge Hamilton, vous remettrez immédiatement toutes les clés, codes d'accès et droits sur la maison familiale Morrison. Vous êtes également interdite de contacter tout membre de la famille Morrison ou d'interférer dans leur vie de quelque manière que ce soit. La justice avait été rendue. La violation de cet ordre entraînera des poursuites immédiates pour outrage au tribunal. »« Oui, votre honneur, » murmura Leah. Lorsqu'elle juge conclut l'audience et que la salle fut levée, je m'attendais à ressentir un triomphe. Au lieu de cela, je ressentis quelque chose de plus discret, mais bien plus profond. La paix. Sarah rassembla ses papiers et me sourit. « Félicitations, Vincent. Vous rentrez chez vous. » Dehors, sur les marches du tribunal, Stanley et moi restâmes là un moment, aucun de nous deux prêt à partir. L'après-midi baignait dans cette lumière dorée qui transforme tout en tableau vivant. « Papa, dit enfin Stanley, je sais que je ne peux pas effacer ces derniers mois. Douleur que je t'ai causée, ni sur la manière dont j'ai trahi la mémoire de maman, mais je veux essayer de réparer les choses. » Je regardais mon fils, vraiment regardais, et je revis le garçon qui m'aidait dans le garage, celui qui s'endormait sur mon épaule lors de longs trajets en voiture. Nous avons tous les deux fait des erreurs, Stanley. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons maintenant. J'y ai pensé, dit-il, à ce que maman voudrait que nous fassions maintenant. 3 jours plus tard, Stanley m'aida à remettre mes affaires dans la maison de Maple Street. Au début, c'était étrange de marcher dans des pièces conservées comme un musée, alors que Leah y avait vécu. Mais peu à peu, en déballant des cartons et en réarrangeant les meubles, la maison recommença à ressembler à un foyer. Nous retrouvâmes la bague de mariage de Margaret dans le coffre à bijoux de Leah, ainsi que plusieurs autres pièces qui auraient dû m'appartenir. Leah prévoyait de les vendre, selon le rapport de l'enquêteur. En regardant cette simple alliance en or, je me souvins du jour où je l'avais donnée à Margaret, de ses yeux remplis de larmes, de son murmure « Je t'aimerai pour toujours ». Elle avait tenu cette promesse, même au-delà de la mort. Ce soir-là, Stanley et moi nous assîmes sur la véranda que j'avais construite pour Margaret,
regardant le coucher de soleil peindre le ciel de nuances d'orange et de rose. Les roses de Margaret refleurissaient. Les Élisabeth blanches, qu'elle aimait tant, prospéraient. Malgré tout ce qui s'était passé. J'ai pensé à vendre ma maison, dit soudain Stanley. Ça ne me semble plus être un foyer, après ce qui s'est passé ici. Où irais-tu? Il resta silencieux un instant. Je me demandais si tu voudrais un peu de compagnie ici. Je sais que c'est une grande maison pour une seule personne, et je me suis dit que peut-être. Il s'arrêta, incertain. Je songeais à l'idée d'avoir mon fils près de moi à nouveau, de partager les repas, les conversations, de reconstruire la famille que Léa avait tenté de détruire. Ta mère aurait aimé ça, dis-je enfin. Elle s'inquiétait toujours que tu vives trop loin. Stanley sourit pour la première fois depuis des semaines. Elle disait que cette véranda était son endroit préféré au monde. Elle s'asseyait ici chaque matin avec son café, regardant le lever du soleil. Elle disait que ça l'aidait à réfléchir. Je me souvins. Elle planifiait toute sa journée ici, résolvait les problèmes, prenait des décisions. Peut-être que c'est ce que nous devons faire. Asseyons-nous ici et réfléchissons à la manière d'avancer, dit Stanley. Le procès pénal eut lieu cet automne. Léa fut condamnée à 7 ans de prison pour fraude, falsification et abus envers les personnes âgées. Le juge fut particulièrement sévère, notant qu'elle avait ciblé certaines des personnes les plus vulnérables de la société, dans leurs moments les plus désespérés. Lors de l'audience de condamnation, 8 autres familles témoignèrent de la manière dont Léa les avait commis, manipulés pendant la maladie de leurs proches. Le montant total de sa fraude dépassait 200 000 $, volés à des personnes déjà confrontées aux coups dévastateurs de maladies graves. J'avais pensé assister à la condamnation, mais au final, je décidai de ne pas y aller. Leah Morrison ne faisait plus partie de mon histoire. Elle était un chapitre clos, un tort réparé. Stanley y alla cependant. Il disait avoir besoin d'entendre les mots du juge, de voir la justice rendue pour sa mère. Ce soir-là, quand il rentra à la maison, il semblait plus vieux, mais d'une certaine façon plus léger, comme si un poids avait été levé de ses épaules. « C'est fini, dit-il simplement. Cet hiver-là, Stanley s'installa dans la chambre à l'étage qui avait été la sienne enfant. Nous avons établi de nouvelles routines. Le café du matin sur la terrasse, quand le temps le permettait, des dîners partagés, des soirées calmes à lire ou à regarder la télévision. Ce n'était pas la même chose qu'avec Margaret, mais c'était bon à sa manière. Le jour qui aurait été le 60e anniversaire de Margaret, nous sommes allés ensemble sur sa tombe. J'ai apporté des roses blanches du jardin. Stanley avait amené une petite photo encadrée de nous trois, prise à des moments plus heureux. Debout dans le silence du cimetière, je parlais à Margaret de tout ce qui s'était passé, du procès, de la victoire, du retour de Stanley à la maison. Je lui disais que j'étais désolé que cela ait pris autant de temps pour découvrir la vérité. Désolé qu'elle ait dû subir la manipulation de Léa pendant ces derniers mois. Stanley posa sa main sur la pierre tombale. « Moi aussi je suis désolé, maman, dit-il doucement. Désolé de ne pas t'avoir protégé d'elle. » En revenant vers la voiture, Stanley posa une question qui me taraudait aussi. « Tu penses que maman savait, à la fin? Tu crois qu'elle comprenait ce que Léa faisait? » Je repensais à la dernière semaine de Margaret, à ce moment où elle avait essayé de me parler des papiers et des signatures, avant que Léa n'intervienne. « Je crois qu'elle soupçonnait quelque chose, dis-je. Je pense qu'elle essayait de me prévenir, mais qu'elle n'avait pas la force de se battre. Mais elle s'est battue au final, n'est-ce pas? Dit Stanley, en s'assurant qu'il y aurait assez de preuves pour que nous découvrions la vérité. Je regardais mon fils surpris par sa clairvoyance. « Que veux-tu dire ?» La fiche de rendez-vous dans son sac à main, le fait qu'elle ait demandé à Dr. Roberts de documenter ses troubles cognitifs après la chirurgie. Même ce moment où elle a essayé de te parler des papiers, c'est comme si elle nous avait laissé des indices. Je n'avais jamais vu les choses de cette manière, mais Stanley avait raison. Même dans sa confusion et sa faiblesse, Margaret avait anticipé l'avenir, laissant des miettes à suivre pour nous, quand nous serions prêts à les voir. 6 mois après la fin du procès, je pris une décision qui me surprit moi-même. J'établis une fondation au nom de Margaret, utilisant l'argent récupéré grâce à la fraude de Léa.
La Margaret Morrison Foundation apporte soutien et défense aux familles confrontées à de graves maladies, les aidant à naviguer dans le système médical et à éviter les arnaques prédatrices qui nous avaient visés. Stanley m'aida à la mettre en place, utilisant ses compétences en affaires pour gérer les détails légaux et administratifs. Transformer notre douleur en aide pour les autres me semblait juste. Margaret aurait approuvé. Un matin de printemps doux, presque 2 ans après ce jour dévastateur dans le bureau de l'avocat, je m'assis sur la terrasse arrière avec mon café, regardant le lever du soleil peindre le ciel de pastel doux. Les roses de Margaret fleurissaient plus belles que jamais, et j'entendais Stanley s'affairer dans la cuisine, prêt pour une nouvelle journée à la fondation. Mon téléphone sonna, Sarah Chen, avec des nouvelles sur un autre dossier de fraude médicale. Ces appels étaient devenus réguliers. Notre victoire avait ouvert des portes pour d'autres familles confrontées à des batailles similaires. En terminant l'appel et en me réinstallant dans mon fauteuil, je ressentis quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années. La sérénité. Pas exactement du bonheur. La perte de Margaret resterait toujours un vide dans mon cœur, mais un sentiment de justice et de mission accomplie m'envahissait. La maison autour de moi était pleine de souvenirs, bons et mauvais, submergée par la connaissance que l'amour avait triomphé de la cupidité, que la vérité avait prévalu sur le mensonge, que la famille, la vraie famille, avait tenu bon. L'alliance de Margaret reposait sur la petite table à côté de ma chaise, où je la posais chaque matin depuis mon retour à la maison. Je la pris, la tenant à la lumière, la regardant capturer les rayons du soleil levant. « Nous l'avons fait, chérie », murmura-je dans l'air du matin. « Nous avons gagné. » Et pour la première fois depuis sa perte, j'eus l'impression qu'elle souriait.